Bon, alors déjà, pour commencer, je vais me présenter, puis je vais vous expliquer un petit peu la thématique là, de cette conf. Donc, je m'appelle Christophe Blaise, c'est écrit ici. Moi, je travaille chez Logiline. C'est une petite structure, on est trois, et on est en Essonne, en Ile-de-France, et on fait un peu tout ce qui est orienté sur donc tout ce qui est ingénierie, développement, formation, etc. Orienté sur Linux, sur les logiciels libres. Voilà. Moi, je suis plus orienté sur les aspects plutôt bas niveau de Linux, donc système embarqué, système temps réel, l'écriture de drivers, toutes ces choses-là. Et donc, je manipule pas mal Yocto en temps normal, et donc j'ai pas mal bidouillé avec, fait des projets pour des clients, animé des formations, des choses comme ça. Là, vous avez le QR code là-haut, c'est les slides, hein, tout simplement. Et je vous mettrai l'adresse. De toute façon, ils seront disponibles avec la vidéo. Alors, donc cette présentation, elle est sous licence Creative Commons. On peut la partager, la copier, etc. L'URL est en haut, sauf que je vois que j'ai fait une faute de frappe, c'est pas une virgule, évidemment. C'est un point à la fin, c'est un point PDF. Et donc voilà. Donc, alors par contre, oui, j'ai noté, vous pouvez peut-être me renseigner, je ne sais pas si vous savez quelque chose, mais le logo Capitole du Livre que j'ai mis là, je ne sais pas du tout sous quelle licence il est. Est-ce que je me suis dit qu'on devait pouvoir l'intégrer dans un document libre, mais alors j'avais demandé, hein, j'avais essayé d'envoyer des mails pour ça et j'ai pas eu de retour. Donc je ne sais pas si il est sous une licence Creative Commons, s'il est sous une licence autre. Donc on va parler un peu de Yocto. Alors Yocto, on l'utilise surtout pour des systèmes embarqués. Pas uniquement, on peut l'utiliser pour faire d'autres choses que de l'embarquer, mais généralement ça va être pour faire des systèmes embarqués. Donc on va commencer déjà par faire une présentation rapide de Yocto. Il y a des gens qui n'ont jamais utilisé Yocto, ou très peu. Okay. Donc on va avoir une présentation de Yocto un petit peu. Je vais essayer de faire une petite présentation complète. On va voir comment on produit une image avec Yocto traditionnellement. Et puis, on va voir un outil qui s'appelle Yocto Cooker, que j'ai développé avec un confrère, et qui est un logiciel libre, hein, qui est sur GitHub et sous licence GPL, et qui permet de simplifier un petit peu la gestion au quotidien de Yocto. Ça ne simplifie pas le fonctionnement de Yocto en lui-même, hein, la complexité des recettes, des layers, des choses comme ça. On va en reparler. Avec Yocto, ça on n'y échappe pas. Par contre, organiser le travail quotidien, on le simplifie un petit peu avec Cooker. Donc on verra comment on l'installe, comment on produit une image avec Cooker, et puis on verra quelques exemples de menus. C'est le fichier de configuration de Cooker, celui-là s'appelle un menu, et on verra pour faire un build, plusieurs builds, des héritages, des choses comme ça. Je vous montrerai aussi quelques commandes supplémentaires pour Cooker. Et puis je serai disponible si vous avez des questions concernant Cooker, puisque c'est le thème, mais même concernant Yocto en général, il ne faudra pas hésiter. Hein. Et puis si vous avez des questions pendant la conf, hein, vous m'interrompez, hein, surtout n'hésitez pas. Alors, déjà en introduction, je vous ai dit, on utilise souvent Yocto pour des systèmes embarqués. Un système embarqué, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, un système embarqué, je n'aime pas beaucoup le terme parce que ça prête un peu à confusion. C'est une mauvaise traduction de embedded, qui ne veut pas dire embarqué, mais qui veut dire intégré, incorporé, enfoui, enfin, des choses comme ça. Un système embarqué, c'est quelque chose qui doit être... La principale caractéristique pour moi, c'est que ça doit être autonome. Un système embarqué, c'est un équipement électronique sur lequel on va avoir du logiciel qui va tourner et qu'on va déployer, qu'on va mettre dans la nature. Et cet équipement, il doit pouvoir vivre sa vie tout seul, sans intervention de l'utilisateur. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas d'utilisateur du tout. Si vous avez, je crois, à mon ami Pierre Ficheux qui était là tout à l'heure, ils font des détecteurs pour des feux de forêt, des choses comme ça. Là, il n'y a pas d'utilisateur. Vous avez un capteur qui doit être fixé, je ne sais pas où, dans un arbre, j'imagine. Et donc, lui, il tourne tout seul. Et puis, vous avez d'autres systèmes, des systèmes embarqués, où il va y avoir une interaction avec des humains. Typiquement, je prends souvent l'exemple de la pompe à essence. La pompe à essence, l'écran qu'on a sélectionné votre carburant, insérer votre carte, etc.
c'est typiquement du code qui correspond aux caractéristiques d'un système embarqué. Donc on a un utilisateur, et par contre on ne va pas demander à l'utilisateur de gérer le système, on ne va pas lui demander de l'administrer, on ne peut pas lui demander de faire une mise à jour ou de réparer s'il y a quelque chose qui est cassé. Donc il faut que le système il soit autonome, quoi qu'il arrive, il doit se débrouiller tout seul, c'est-à-dire il doit démarrer quelle que soit la manière dont il s'est arrêté. C'est-à-dire en gros, s'il y a une coupure d'alimentation brutale, il faut qu'il arrive à redémarrer, même si c'était pas prévu comme ça, il faut que ça redémarre correctement. Il faut qu'il soit autonome, qu'il soit capable de se mettre à jour. Il faut prévoir un système de mise à jour, parce qu'on peut avoir toujours des bugs qui apparaissent dans un logiciel et qu'on a besoin de corriger après son déploiement. Juste pour information, hein, sur le noyau Linux, des bugs critiques, c'est-à-dire qui doivent être des failles de sécurité exploitables, donc il faut corriger, c'est à peu près une fois par semaine. Donc quand on a un système qui est déployé et qui n'a pas été mis à jour depuis des années, c'est une vraie passoire. Donc il faut qu'il y ait un système qui mette à jour automatiquement lorsqu'il y a des correctifs, des choses comme ça. Il doit être résilient, il doit résister à des conditions qui peuvent être difficiles. Ça peut être des conditions physiques, vibrations, poussière, humidité, etc. Et ça peut aussi être des utilisateurs qui peuvent être plus ou moins bien intentionnés. Quand je dis, des humains qui peuvent être plus ou moins bien intentionnés. Vous pouvez avoir, imaginez les bornes de rechargement des passes SNCF ou ce genre de choses. Ça peut souffrir, quoi. Donc il faut que le système soit conçu pour être très robuste et très résilient. Donc c'est une conception spécifique, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un système Linux classique, on ne va pas prendre une distribution classique comme on a sur un PC. Sur un PC ou sur un serveur, vous avez des distributions, vous pouvez avoir Debian, Ubuntu, Fedora, je ne sais plus s'il y a toujours Fedora, CentOS, Red Hat, etc. Donc, ça, c'est des distributions qui sont prévues pour des postes de travail, qui sont prévues pour des serveurs, c'est-à-dire des situations où il y a un humain responsable de la machine et qui est capable de l'administrer, qui est capable de l'aider à se mettre à jour s'il y a un problème, qui est capable de récupérer les erreurs. Avec un système embarqué, ce n'est pas le cas, il faut qu'il soit tout seul. Il y a un humain qui en est responsable, mais en général, il n'est pas sur place, il va être à distance. Alors soit on a des systèmes de mise à jour qui vont se faire via le web, par exemple, soit quand c'est des systèmes qui sont isolés, il va falloir avoir des systèmes de mise à jour par des clés USB, par des choses comme ça. Et surtout, donc, la conception du système elle-même spécifique, on veut maîtriser le contenu, on veut savoir exactement quels sont les logiciels qui sont intégrés. Dès qu'on commence à avoir des problématiques j'allais dire certification, peut-être pas certification, parce que ça c'est quand même un point un peu clé, mais des problèmes, si vous voulez, de garantie de fonctionnement, il va être indispensable de maîtriser complètement la liste des composants présents, ainsi que leur version. C'est ce qu'on appelle la software BOM. BOM, c'est un terme d'électronique qui veut dire Bill of Materials, c'est la liste des composants, et on parle de software BOM pour dire la liste des composants logiciels et leur numéro de version, et arriver à bien maîtriser ça. Maîtriser la liste des composants dans une distribution, moi j'ai une Ubuntu sur mon PC, c'est un enfer. Il y a des dépendances, il y a un nombre invraisemblable dès qu'on a la moindre application d'installer, c'est impossible. Donc on va avoir des mécanismes spécifiques pour les systèmes embarqués, pour construire le système embarqué, et on va choisir tous les composants et on va les compiler à la demande. C'est-à-dire qu'au moment où on produit le système, on va tout compiler. Alors, dans un système embarqué, on va trouver différents sous-systèmes. Je ne vais pas tout passer en revue, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Dans un système embarqué, on va trouver, d'abord, pour produire un système embarqué, il va falloir pouvoir le compiler. Et la plupart du temps, on va travailler, quand on fait une compilation, on va travailler sur un PC, et on va compiler pour une carte qui va être d'une autre architecture. En embarqué, aujourd'hui, c'est encore beaucoup l'architecture ARM. Il y a d'autres architectures qui viennent, comme RISC-V, des choses comme ça. Mais quand on a une carte, là j'ai un Raspberry Pi à côté de moi, c'est un processeur ARM, on ne va pas compiler tout le système là-dessus. Sur un Pi 4, Pi 4 comme celui-ci, compiler tout le système, ça serait possible, ce serait de l'ordre de quelques heures de compilation, ça serait possible.
Mais si vous prenez des systèmes plus petits encore, avec les premiers modèles, je ne sais pas, des MX6 ou autres, de petits processeurs, ça fait des jours de compilation. C'est même pas praticable, c'est pas utilisable. Donc on va utiliser ce qu'on appelle de la cross-compilation, c'est-à-dire on va compiler depuis un PC le code. On va avoir un outil, un cross-compiler, qui va produire, qui tourne sur le PC et qui produit du code pour une autre architecture que celle pour laquelle il se trouve. Donc c'est un compilateur particulier. Des fois, en français, vous entendez parler de compilateur croisé, compilation croisée. Encore une mauvaise traduction. Cross-compilation, c'est pas dans le sens de croiser, c'est pour dire qu'on passe d'une architecture à l'autre, on traverse, c'est pas, il n'y a pas de croix. Et donc, on va avoir un ensemble d'outils de compilation, donc ce qu'on appelle une toolchain, c'est le compilateur, tout ce qui va avec lui, l'éditeur de liens, l'archiveur, l'assembleur, le debugger et autres. Donc on a besoin déjà d'une cross-toolchain, c'est la première chose en haut là, du schéma. C'est la première chose qu'il va falloir obtenir. Et avec ça, on va compiler différents éléments, les différents composants d'un système embarqué. Donc il y a d'abord le noyau, le kernel Linux. Donc lui, il va gérer tout le matériel. Donc on l'ajuste en fonction du matériel dont on dispose. Le noyau Linux, tout seul, il ne fait pas grand-chose. Il pilote le matériel, c'est bien, mais il s'arrête à ça. Il ne fait aucune action. Dès qu'on veut avoir quelque chose qui se passe sur le système, on va avoir besoin d'autres outils, donc des outils dans ce qu'on appelle l'espace utilisateur au-dessus du noyau. Donc il va nous falloir un système d'initialisation, des scripts, il va nous falloir des commandes, donc les commandes habituelles qu'on a au niveau du shell, les SCP, etc. Il va nous falloir un shell, il va nous falloir des commandes d'administration, vous savez, par exemple IP pour configurer le réseau, mount pour monter des partitions. Enfin, il va nous falloir comme ça tout un ensemble d'outils limité quand même. On a une liste assez réduite, mais enfin oui, réduite, je sais pas, mais enfin, assez définie quoi. Mais donc on a un ensemble d'outils, des outils de base. On a besoin de bibliothèques système qui vont être capables de communiquer avec le kernel, qui vont être capables de fournir de communiquer avec des protocoles réseau, des choses comme ça. Et puis sur le système, on va ajouter des scripts de démarrage qui vont être appelés à l'initialisation et qui vont servir justement à appeler les différentes commandes autour. On va avoir besoin de services aussi. Sur un système embarqué aujourd'hui, on installe la plupart du temps un serveur SSH, au moins pendant la phase de mise au point, pour pouvoir se connecter et travailler dessus. On va avoir souvent un petit serveur HTTP qui va servir à un mini serveur HTTP embarqué qui va servir à faire de la configuration, par exemple. C'est très facile d'embarquer un petit serveur HTTP, ça coûte pas cher en termes de code, et ça permet facilement d'avoir une petite interface pour faire du paramétrage, ou récupérer des informations, éventuellement un environnement graphique, enfin tout ça. Alors, ce que j'ai encadré, là, cette partie-là, en gris, c'est ce qu'on appelle le BSP, le Board Support Package. C'est un terme qu'on voit souvent dans l'embarqué, le BSP. Alors, c'est un terme qui, suivant les gens, va avoir une signification plus ou moins grande. Pour moi, le BSP, c'est ce que je livre à mes clients. C'est-à-dire, c'est le minimum vital pour qu'ils puissent développer leur code applicatif. C'est ce qui permet à la carte de booter, d'offrir un shell, et puis de pouvoir se connecter et commencer à faire des données. Et ensuite, une fois qu'on a donc notre système qui démarre, on va pouvoir justement développer du code personnalisé, du code métier, soit le code métier, le custom code, et l'inclure dans l'arborescence des systèmes de fichiers et obtenir une image. Alors, il faut rajouter aussi un bootloader. Un bootloader. Le bootloader, c'est ce qui charge le noyau en mémoire. Et donc, tous ces éléments-là, qui sont relativement bien définis, on va les compiler séparément, les assembler et obtenir une image qu'on va mettre sur notre site. Alors, pour faire ça, si vous voulez, historiquement, je sais que quand j'ai commencé à faire des systèmes embarqués, c'était au début des années 2000, si vous voulez, on travaillait tous un peu pareil. On avait des grands script shells dans lesquels on faisait les compilations des différents éléments. Avec des points de reprise parce que ça se plantait, il y avait des éléments qui n'étaient pas compatibles avec d'autres. Si la compilation se plantait, il fallait pouvoir reprendre en arrière. C'était un peu frustre comme fonctionnement. Et assez vite, il y a des gens qui ont dit on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose d'un peu plus malin. Ce serait plutôt que d'avoir une espèce de chaîne linéaire de commandes à appliquer,
utiliser un moteur de compilation. Donc là, ce que j'ai marqué, j'ai mis Engine au milieu du slide. Un moteur de compilation, c'est quelque chose qu'on va alimenter avec des recettes. Une recette, donc recipe en anglais, on voit beaucoup ce terme, surtout avec Yocto, c'est comment compiler un élément, comment compiler une commande. Vous voulez compiler l'éditeur VI, par exemple, vous avez une recette, ce sera Vim plutôt, mais vous avez une recette qui va vous dire où est-ce qu'on télécharge les sources, quelles sont les commandes, éventuellement quel patch à appliquer s'il y a des choses à modifier avant de le compiler, quelle commande à utiliser pour le compiler, quelle commande utiliser pour l'installer, tout ça. Et donc on va avoir des collections de recettes, on a des milliers de recettes, et en fonction donc de la configuration du système, on va choisir, sélectionner certaines recettes pour produire l'image. Alors il y a eu plein de projets pour faire des systèmes embarqués basés là-dessus. Il y a eu dans les années 2000-2010, il y a eu Scratchbox, Open Embedded, qui a été intégré dans Yocto. Il y a eu OpenWRT, qui est toujours un peu actif, mais de moins en moins quand même. Il y a eu ElinOS, qui n'était pas tout à fait, pas vraiment libre. Et en fait, aujourd'hui, il y en a deux qui ont vraiment survécu. Vous avez Buildroot et Yocto Project. Alors, Buildroot, c'est un projet qui est beaucoup plus petit que Yocto. Hein. Buildroot, c'est un petit projet, petit mais très très actif. Hein. C'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est un projet qui est très dynamique, qui est beaucoup mené par Bootlin, qui est à l'accueil là. Il y a beaucoup de gens de chez eux qui collaborent dessus. Ça permet de faire des systèmes embarqués de manière très simple, très facile. Par contre, il est limité, si vous voulez, un peu dans ses capacités. C'est un projet aussi entièrement communautaire. C'est que des bénévoles. Et il s'appuie sur la commande make. C'est-à-dire que l'engin, le moteur de compilation, c'est la commande make qui est utilisée. Et en fait, les recettes, c'est des fichiers .mk, c'est des makefiles, hein, c'est des compléments de makefiles. Et donc, en fait, quand on veut compiler avec Buildroot, on va faire un make et puis une action. Make menu config pour avoir un menu de configuration, make tout court pour avoir une image, make clean, make, je sais pas, make SDK, enfin, etc. Et puis là, le gros avantage de Buildroot, c'est que toute la configuration est dans un seul fichier. En gros, bon, je simplifie un petit peu, mais en gros, vous avez un gros fichier de configuration où il y a tout. Et vous avez un menu qui vous permet d'éditer ça. C'est-à-dire que vous avez un écran interactif, convivial, pas trop beau, mais enfin, on s'en fout un peu, à ce niveau-là, le fait d'avoir déjà une IHM, même minimale pour interagir avec, c'est pas mal, qui va permettre de sélectionner les options, de les activer, de les désactiver, etc. Alors ça, c'est pour Buildroot. Yocto, c'est une autre catégorie, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus de développeurs. C'est un projet qui est soutenu par la Linux Foundation. Il y a un financement, un nombre incroyable d'entreprises qui financent. Il y a des gens qui sont payés à temps complet pour faire le développement de Yocto. Enfin, c'est vraiment un peu une grosse usine. Il s'appuie sur un moteur de compilation qui n'est pas la commande make, mais qui est une espèce de commande make un peu sous amphétamine, quoi. C'est BitBake. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très puissant qui permet de lire, d'exécuter des commandes shell, d'exécuter des commandes Python, de réaliser des tâches différentes, les organiser, les structurer, réaliser des tâches en parallèle, etc. C'est quand même de très, très performant. Et donc les recettes, elles vont être écrites spécifiquement pour BitBake. C'est des fichiers qui vont avoir le nom .bb, .bitbake. Donc ça va être des recettes. C'est des fichiers de texte, hein, comme pour Buildroot, mais qui vont avoir une syntaxe particulière. Alors déjà, pour les recettes, vous voyez, il y a déjà trois types de choses. Il y a les .bb, et puis les bb peuvent inclure d'autres fichiers.
Donc, en général, on va avoir un BB pour chaque version, et puis un fichier d'include avec la vraie recette. Et en fonction du numéro de version, on aura des paramètres qui changeront dans le fichier .bb et dans le fichier .inc, on aura le code complet. Et puis, il y a un mécanisme qui est donc les fichiers bb append, c'est des fichiers d'extension, des fichiers d'amendement de recettes. C'est quelque chose qui est très malin finalement, un peu difficile à appréhender au début, mais l'idée c'est de dire que lorsqu'on veut modifier une recette, on a téléchargé une recette avec les ensembles de recettes, les répertoires qui contiennent des recettes s'appellent des layers. Le terme layer, quand on en parle comme ça, on a une histoire on a l'impression d'avoir des couches qui se superposent, etc. C'est pas très parlant. C'est plutôt des répertoires en fait qui contiennent. Il y a bien un ordre d'évaluation, etc. Et donc, quand on télécharge un layer, il y a des recettes à l'intérieur et il se peut qu'il y ait des éléments dans la recette qui ne conviennent pas. Par exemple, on veut modifier un paramètre de configuration, un paramètre de compilation. On n'intervient jamais dans la recette d'origine. Si on l'a téléchargée, alors à moins qu'on ait le droit de faire un commit et de la pousser, mais si on a téléchargé quelque chose, on ne doit pas y toucher. Par contre, on peut fournir à côté de la recette, dans un autre layer, un fichier bb-append qui va venir modifier le comportement de la recette d'origine. Donc ça permet d'avoir des configurations très propres. On va avoir des configurations très propres où on aura les layers d'origine avec les recettes qui ne sont pas modifiées, et puis à côté, les layers de configuration où on viendra surcharger certains comportements, et on arrive à avoir comme ça une organisation qui peut être très propre à condition de l'avoir bien organisée dès le début. C'est là où ça se gâte un peu. Alors là où on avait avec Buildroot un seul fichier de configuration, avec Yocto ça se gâte. J'en ai mis 5 là, et encore c'est tant qu'on ne touche pas aux recettes. C'est-à-dire vous avez ces 5 fichiers sur lesquels on peut intervenir. Alors il y a même un 6e que je n'ai pas mentionné, il y a le site.conf, ceux qui connaissent, mais on n'y touche quasiment jamais. Le fichier, le premier, la local.conf, c'est celui qui va définir ce qu'on est en train de faire là, dans notre répertoire de travail. On veut faire un build pour générer une image pour une machine à partir d'une certaine version, etc. C'est ce qu'on va décrire dans le local.conf. Après, on va avoir une liste de layers à prendre en compte. Puisqu'on a dit, les layers, c'est des listes de recettes, c'est des ensembles de recettes, et on en a, sur un projet, on en a facilement une bonne dizaine de layers à utiliser, voire plus. Donc on a un fichier bblayers.conf qui va maintenir cette liste de layers. On va voir la configuration de la machine aussi. Configuration de la machine, c'est configuration de tout l'aspect kernel, device tree, la description du matériel, bootloader, enfin tout ce qui est un peu bas niveau. Tout ce qui est un peu en dessous de la ligne kernel space, user space. Donc ce qui est en dessous de cette espèce de ligne de flottaison, là, donc le noyau, le bootloader, le device tree, tout ça, c'est défini dans le fichier de configuration de machine. Et puis après, pour le reste, pour le système lui-même, on va répartir les rôles, et alors de manière qui n'est pas toujours simple à percevoir, entre une notion de distro, c'est-à-dire c'est l'organisation, un peu difficile à dire, c'est l'organisation des recettes telles qu'on les prend en main pour notre projet, et l'image qui est la liste des packages à installer, en gros. Bref, vous voyez, il y a tout un tas de fichiers à configurer. Et puis là, on n'a pas de menu convivial pour les modifier. Il faut les taper dans les fichiers. C'est des fichiers de texte, donc éditeur de texte. C'est une syntaxe que pas toujours, c'est pas très tolérant. Je veux dire, rien que les fichiers de configuration, c'est des choses, c'est variable égale valeur. Il n'y a quasiment que ça. Sauf que la valeur, c'est toujours une chaîne de caractères, donc qui doit être entre guillemets ou entre cotes. Il ne faut pas oublier les guillemets ou les cotes, sinon, et surtout, avant la ligne, là, en début de ligne, il ne faut pas d'espace, pas de tabulation, rien. Il faut coller sur première colonne. Pourquoi? Je ne sais rien. Pourquoi il n'y a pas une tolérance au minimum pour qu'on puisse indenter des trucs? Je ne sais pas.
Et donc, ça va être des listes, hein, comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est pas très tolérant. Et en plus, la syntaxe de BitBake est quand même pas super facile à maîtriser. Alors, je vous ai parlé de BitBake et de Yocto. Alors, en fait, ce qu'on utilise souvent pour pour commencer un projet, c'est un élément qui s'appelle Poki. Et donc, je vais vous reparler de Poki après, ultérieurement. Alors ça, c'est un peu compliqué. Il y a des enchevêtrements entre les différents éléments. C'est-à-dire que vous avez le Yocto Project, c'est donc un projet de la Linux Foundation. C'est ce qu'ils appellent le projet Umbrella, parapluie. Nous, on dirait plutôt projet chapeau, d'ailleurs, pour plusieurs choses. Et donc, eux, ils gèrent la documentation, des outils de développement, des layers spécifiques pour les matériels. On a vu, par exemple, un layer, ça commence toujours par méta-quelque chose. Donc, méta ARM, par exemple, méta Intel, méta TI, Texas Instruments, Metal Raspberry Pi, etc. Et il y a un autre élément qui est géré par Yocto, qui est Poki. Poki, c'est un peu le starter pack, si vous voulez, de Yocto. C'est-à-dire que ça comprend BitBake, qui en fait est maintenu par un autre projet qui s'appelle Open Embedded. C'est là où c'est un peu compliqué. Mais BitBake, ça inclut un layer spécifique qui vient de Open Embedded, qui s'appelle Open Embedded Core, qui est le layer méta dans Poki, pour ceux qui ont déjà rencontré, et puis qui rajoute d'autres layers comme le MetaPoki, et puis des scripts, des outils, DevTool, RecipeTool, etc. Et donc Poki, c'est un peu, je vous dis, le starter pack dans le sens où on prend Poki, et avec ça, on peut faire une image. Alors, on peut faire une image, il n'y a pas beaucoup de cibles supportées, c'est surtout des émulations avec QEMU, mais on peut arriver à faire il y a quelques cibles physiques qui existent, mais dès qu'on veut sortir de là et prendre une carte différente, il va falloir rajouter d'autres layers. Par exemple, pour faire un Raspberry Pi, il nous faut le Meta Raspberry Pi qui est là. Alors, attendez, je surveille l'heure quand même parce que, ouais, quand même, donc je ne vais pas traîner trop. Juste un mot pour dire que Poki, c'est un outil qui est mis à jour, c'est quelque chose qui est distribué avec une mise à jour semestrielle, tous les 6 mois. C'est ça, hein, semestriel, je crois. Donc tous les 6 mois. C'est à peu près avril-mai et puis octobre-novembre. Les releases de Poki, donc elles ont un numéro ici, et elles ont un nom de code. Et en fait, ce qu'on connaît généralement, c'est le nom de code. On dit qu'on est sur la branche Kirkstone, sur la branche Skarsgård pour celle qui est cette année, et puis d'autres qui ont été précédemment. Alors ces noms de code, c'est des villages, enfin c'est des lieux d'Angleterre, la région des Lake District, là, mais ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir que tous les 2 ans, il y a une version de Poki qui est prévue pour le long terme. Ça veut dire qu'elle va être maintenue, cette branche sera maintenue pendant au minimum 4 ans. A priori, ils envisageaient d'étendre un peu, peut-être à 6 ans. Alors, c'est toujours une discussion, hein, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, c'est 4 ans. Ça veut dire que cette année est sortie une branche long terme qui est Skarsgård, que vous voyez là-haut, 5.0. Et elle est donc maintenue au minimum jusqu'en avril 2028. Maintenue, ça veut dire que s'il y a des correctifs dans les recettes qu'elle embarque, il y aura une mise à jour de Poki avec une recette intégrant le correctif. Donc ça permet d'avoir une garantie un peu de suivi des patchs et des choses comme ça. Quelque chose qui est très important, je n'ai pas le temps d'en parler, de détailler, mais qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Cyber Resilience Act, le CRA, Cyber Resilience Act, qui va imposer d'avoir en fait des mises à jour justement dès qu'une faille de sécurité est détectée sur des applications, quels que soient les systèmes. Donc voilà, donc Poki, numéro de version, là, il s'appelle, celle qui va m'intéresser, c'est Skarsgård. Alors, quand on veut faire un build avec Yocto, donc on a des layers. Ce que je l'ai dit, c'est des ensembles de recettes. Ça,
c'est un peu les entrées de Yocto, hein, les layers. C'est ce qu'on va voir ici. Je recommande, en fait, c'est pas, je recommande, je suis pas le seul, hein, mais moi j'ai une approche qui est de dire, j'aime bien cette arborescence-là. Elle n'est pas obligatoire, on peut travailler autrement, mais j'aime bien cette arborescence-là. C'est regrouper en haut ce qui est l'entrée de BitBake, les inputs, donc les layers, dans lequel on va avoir toutes les recettes. Ensuite, en sortie de BitBake, on va avoir des builds, c'est-à-dire des répertoires dans lesquels on aura au final l'image qu'on voudra mettre sur notre site. Ça, on va les regrouper dans un répertoire builds, dans lequel on peut en avoir plusieurs. Par exemple, on peut avoir un build Raspberry Pi, puis à côté un build QEMU, puis je sais pas, d'autres cartes, BeagleBone ou autre. Et pendant que BitBake fonctionne, il télécharge des choses. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, si par exemple il veut compiler Vim, il va aller chercher les sources de Vim. Mais il va les stocker, alors il va les extraire en local, travailler dessus, etc. Mais avant de les extraire, il va les stocker dans un répertoire downloads. Et avant de les télécharger, il va regarder, est-ce que dans downloads, ça ne serait pas déjà là? Donc en fait, ça sert un peu de proxy, quoi, de zone de stockage pour tout ce qu'il a besoin de télécharger. Et donc on aime bien, si vous voulez. Par défaut, en fait, il a tendance le répertoire downloads à le mettre ici. Donc quand on configure Yocto, moi je conseille de le sortir, le downloads, parce que ça permet de le mutualiser si on a plusieurs builds. Donc si on veut télécharger 2 fois de suite la même version de Vim, ça ne sert à rien de le faire 2 fois pour 2 builds successifs, autant que ce soit dans un répertoire downloads commun. Et puis il y a une notion aussi là de share state cache, le state cache. C'est un répertoire dans lequel il stocke un cache, comme son nom l'indique, dans lequel il va stocker des états de compilation, des états intermédiaires de compilation, un peu des fichiers objets, des choses comme ça. Et de même, on peut le partager. Il s'appelle shared. Le S, c'est pour shared state cache, donc ça peut être partagé entre différents builds. Ça aussi, j'ai tendance à le sortir. Donc avoir cette arborescence là avec 4 répertoires, et puis travailler là-dedans. Supposons que je veuille faire un build pour Raspberry Pi avec Yocto normal, sans Yocto Cooker dont je parlais tout à l'heure. Première chose, il faut que je crée le répertoire layers. Et puis le répertoire avec les résultats de sortie, build, celui du bas. Ensuite, je vais aller télécharger Poki. Donc je rentre dans le répertoire layers, vous voyez, c'est des layers. Je clone Poki, donc c'est sur le dépôt Yocto Project, et je prends la branche Skarsgap pour avoir la dernière version. Non seulement, alors ce qui est important aussi, en embarqué, je vous ai dit, c'est important de pouvoir faire des mises à jour, etc. Et une chose qui est très importante, c'est pour pouvoir assurer, souvent il faut qu'on puisse garantir le fonctionnement sur 5 ans, 10 ans, etc. Pour pouvoir garantir le fonctionnement sur un suivi, une maintenance sur 10 ans, ça veut dire que pendant 10 ans, on doit être capable de corriger un bug. Et donc pour corriger un bug, il faut déjà, au minimum, être capable de reproduire l'image à l'identique. Donc il est très important d'être capable de régénérer la même image. Il y a une notion de reproductibilité qui doit être très importante pour assurer la maintenance. Et donc, on ne va pas prendre juste Poki branche Skarsgap, mais on va aussi aller chercher un commit particulier dans la branche. Alors eux, ils mettent un tag dans l'historique Git régulièrement. Donc là, quand je l'ai fait, j'ai regardé quel était le dernier tag de la branche, c'était Yocto 504. Donc je le récupère ici avec le checkout. Ça me permet d'être sûr que, en ce qui concerne Poki, j'ai le numéro en question précis. Télécharger Poki, c'est bien si on veut faire du QEMU ou éventuellement une BeagleBone. Mais dès qu'on a une autre architecture, il faut d'autres layers. Donc il va me falloir, si je veux compiler pour Raspberry Pi, il va me falloir aller télécharger le méta Raspberry Pi. Donc même chose, je le clone. Alors là par contre, quand je fais mon checkout, ici, le checkout, là le numéro que j'ai mis, le SHA-1 qu'on voit, c'est moi qui l'ai noté. C'est-à-dire que j'ai fait un clone, et là il n'y a pas de tag. Donc j'ai regardé quel était le dernier, je l'ai noté, comme ça me permet de dire si je refais l'image, elle reprendra la même version. Donc je suis obligé de noter ça si vous voulez. On va faire un petit calepin. Ça va être le travail un peu de Cooker. Hein.
Ensuite, pour démarrer un build Yocto, on va sourcer un script. On va sourcer un script qui se trouve dans Poki. Ce script, c'est OE init build env. OE, Open Embedded, vient d'Open Embedded, le script. Init initialise un environnement de build. Initialiser un environnement de build, un répertoire de travail dans lequel on aura la configuration nécessaire pour un répertoire de travail de Yocto, et puis où on aura en même temps, quand je dis on source le script, ça veut dire aussi qu'on va lire le script dans le shell en cours. Et donc, les variables d'environnement du script seront mémorisées dans notre shell. Donc, ça permet d'initialiser les variables d'environnement du shell, qu'il est le pass pour accéder pour trouver bitback, des choses comme ça. Quand on fait cette étape, la source pour init build env, on lui donne en argument le répertoire qu'on veut avoir. Donc, ce sera dans notre sous-répertoire build Raspberry Pi. Il va créer le répertoire. Il va créer le fichier conf, un fichier local conf par défaut, un fichier biblilayers.conf par défaut, et il nous place à cet emplacement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini ma commande, je me trouve dans le répertoire build. Je vais passer un petit peu là sur le détail de ce que... Il y a une manip à faire là, c'est-à-dire que, je vous ai dit, on a créé layers, on a créé builds. Après, download et shared state cache, c'est des fichiers, c'est des répertoires intermédiaires de build root, de bitback, pardon, de bitback. Et donc, il va les créer lui-même. Il les réutilisera. Pour les créer, je vais lui dire simplement, plutôt que de les mettre ici, là où il les met habituellement, d'aller les placer 2 crans au-dessus. Donc pour faire ça, j'édite le fichier localconf. Et dans le fichier localconf, il y a deux lignes qui m'intéressent. C'est dldir et stetdir. Et vous voyez, je rajoute les 2 points là qui n'y étaient pas avant. Le fichier localconf, il est bien plus grand que ça. Hein. Il y a plein de choses dedans. Mais une fois qu'il est présent, je peux lui indiquer le nom de la machine, Raspberry Pi 4, c'est la carte sur laquelle je veux faire notre build. Le read-only rootfs, il n'est pas très intéressant. Il y a une licence qui est obligatoire d'appliquer pour le Raspberry Pi 4. On est obligé d'accepter une licence particulière pour un des composants du Raspberry Pi. Et puis j'active une ligne Enable UART, vous voyez, c'est pour dire que je veux le port série sur cette Et ensuite, je lance le build. Lancer le build, c'est appeler bitback, en lui demandant de générer une image. Alors, j'ai choisi une image de base qui est fournie par Poki, qui s'appelle Core Image Base. Bien sûr, dès qu'on a un projet un peu... dès qu'on commence un projet très rapidement, on va créer notre propre layer et notre propre image, et on fera notre build dessus. Mais pour démarrer, on peut faire un bitback Core Image Base. Alors ensuite, là, c'est là un premier inconvénient du Yocto, c'est qu'il est très long. Le premier build est très long. Là, je l'avais fait sur cette machine-là, ça a pris à peu près 90 minutes. 90 minutes à attendre qu'il soit en train de compiler. Alors, on voit, hein, il y a plein de les étapes, il nous explique ce qu'il fait. Hein. Mais c'est un petit peu long. Alors pourquoi c'est si long? Parce qu'il compile plein de choses. Il compile toute sa toolchain. Il compile toute sa toolchain native, c'est-à-dire celle qu'il utilisera en local, et celle qu'il utilisera pour faire de la cross-compilation. Il compile plein d'outils. Donc, le premier build est toujours très long. Et lorsque on a terminé, on retrouve dans notre répertoire, je ne sais plus ce que j'ai mis sur le slide suivant. Ah oui, c'est ça. On trouve dans notre répertoire des fichiers. Donc, on a un cache, on a un fichier conf, etc. Et un répertoire TMP dans lequel on va trouver, donc TMP, deploy, images, etc., l'image finale. C'est un peu bizarre de mettre la sortie, le résultat sur la compilation dans TMP, mais bon, c'est l'habitude avec Yocto. Donc, si je résume, pour pouvoir faire un build avec Yocto, je dois télécharger des layers, dont je trouve l'adresse ici, que j'ai noté ici, avec une certaine branche, et un certain niveau, donc soit un tag, soit un SHA-1. Je dois indiquer le contenu du fichier local.conf, là ça je dois le reconfigurer, et puis je dois lancer une commande bitback et puis attendre donc 90 minutes.
Alors, ça, c'est pas insurmontable, hein. Mais le problème qui se pose, c'est quand on commence à avoir plusieurs builds que vous faites pour plusieurs projets, plusieurs versions du même projet, plusieurs machines qui doivent faire tourner le même code, on a vite fait de commencer à s'en mêler un peu les pinceaux. Parce qu'on va avoir plusieurs répertoires de builds côte à côte. Il se peut que certains, pour une raison X ou Y, ne soient pas avec le même niveau de commit que pour les layers. Par exemple, il y en a un qui serait sur Plotti avec le tag Yocto 504, et puis un qui, pour une raison quelconque, est sur le 503. Et donc, ça devient vite une grosse prise de tête, ce genre de choses. Et donc, on avait un client qui nous avait demandé en 2020, 2019, 2020, nous avait dit, on ne s'en tire plus, on a plein de builds comme ça, on n'arrive plus à savoir ce qui est à jour, ce qui n'est pas à jour, ce qui doit être refait, qu'est-ce qui a été compilé ou pas. Et il nous a demandé, donc à un confrère à moi, de réfléchir à structurer un petit peu, d'abord structurer leur répertoire, et surtout trouver une méthode, avoir un mécanisme qui permette de produire le build de manière plus simple, où on fournisse en entrée dans un fichier les éléments de paramétrage, et puis ça s'occupe tout seul d'aller faire les bons check-out, les bons clones, etc. Donc cet outil, on l'a développé donc avec mon confrère Patrick Butcher. On l'a livré, donc on l'a appelé. Alors initialement, c'est un outil qu'on a développé en Python, c'est un grand script Python qui est sous licence GPL. Et initialement, on l'avait appelé Yocto Chef. C'est-à-dire que l'idée, c'est, il y a un peu dans Yocto, il y a les recettes, il y a le bec, il y a des trucs comme ça, il y a une espèce de métaphore culinaire. On produit à partir de recettes. Et donc, on s'était dit, voilà, on va mettre quelque chose qui vient au-dessus du cuistot, quoi, et qui va demander de produire les différents éléments. Donc, on avait dit, d'abord, les fichiers de configuration, pour ça, ce sera des menus, pour savoir ce qu'il doit produire. Et puis, donc, on l'a appelé les chefs. Et, je sais pas, peut-être une heure après avoir annoncé ça sur Twitter, on recevait un mail d'un avocat qui disait, ah, ce chef, c'est déjà pris, on va vous poursuivre. Enfin, tout. Si vous ne changez pas de nom dans la journée, genre, ok, ça va. Donc, on a choisi, on a pris un peu maladroitement Cooker. Alors, Yocto Cooker. Alors, un peu maladroitement, parce que sur le moment, on n'avait pas fait gaffe. Il y a déjà un script qui s'appelle Cooker dans BitBake. Ça, on ne le savait pas. Et on l'aperçoit légèrement, d'ailleurs. C'est que dans les traces, quand on fait un build, on voit BitBake Cooker Daemon.log. Le Cooker, là, il n'a rien à voir avec le Yocto Cooker dont je vais vous parler. C'est un truc qui est interne dans BitBake. Et on ne connaissait pas. Donc, on n'a pas rechangé encore le nom. Parce que... Donc, l'idée, c'est de dire, je vais avoir un menu, un seul menu, simple, dans lequel je vais avoir des informations. Donc, un menu, c'est un fichier JSON. Et puis après, on va appeler Cooker, et on va lui demander de cuisiner notre menu, la Cooker, cook, le menu, et lui, il va produire l'arborescence. On part d'un répertoire vide ici. Hein. Il va produire l'arborescence, il va appeler BitBake pour produire ce répertoire-là, et il va préparer les fichiers local.conf et layers.conf, et ensuite, il va lancer le build. Ce qui fait que, lorsqu'on veut utiliser Cooker, alors d'abord, je l'ai dit, c'est un script Python, il faut commencer par l'installer. Donc la première chose, ça va être de faire un pip install, ici. Donc, on commence par partir d'un répertoire dans lequel on a notre menu. On a déjà un menu qui est prêt. Je vous montrerai après le contenu du menu, on pourra même le modifier un peu si vous voulez, etc. Ensuite, j'initialise un environnement virtuel Python pour installer Yocto Cooker. C'est une bonne pratique aujourd'hui de dire je vais plutôt me faire un environnement virtuel pour mon projet, j'installe ce dont j'ai besoin pour mes outils Python, et ça reste cantonné à cet environnement-là. Donc je crée avec Python 3, là au moins mvenv, libre CDL venv, et je source le script activate, comme ça je suis dans mon environnement, je le vois ici. Et là, j'installe Yocto Cooker, il est sur My Package Index. Donc je l'installe, ça se passe, et on obtient notre commande qui arrive. À partir de là, je peux lancer Cooker cook le fichier RPI sample menu.json, et
90 minutes plus tard, évidemment, il ne va pas plus vite, hein, et 90 minutes plus tard, on a le même résultat. Sauf qu'on n'a pas eu besoin de chercher les commits, les SHA-1, etc. Alors, donc 10 minutes. Je vais vous montrer déjà la structure d'un menu JSON, comment ça se présente, d'un menu pour Cooker, comment ça se présente, et ensuite on va regarder, on va faire une démo avec un exemple. Alors, un menu, ça contient 3 parties. Tout d'abord, il y a une partie source. Source, c'est là où on va lui indiquer comment télécharger les layers. Où les trouver, quelle URL prendre, quelle branche, et quel numéro de version. Donc ça va permettre de faire le clone et le commit, et le checkout. Ensuite, on va lui indiquer quels sont les layers que l'on utilise. Quand on télécharge des sources, on a des répertoires, et les répertoires contiennent des layers. Quand on télécharge Poki, Poki, c'est pas un layer. Poki, c'est un répertoire qui contient différentes choses, dont le layer Meta. Et puis par contre, quand on télécharge Meta Raspberry Pi, bah, c'est un layer, c'est le layer Meta Raspberry Pi. Donc là, par exemple, j'indique que j'ai besoin de ces 2 layers-là. En pratique, on a besoin de quelques-uns en plus. Et ensuite, on va avoir une zone dans laquelle on va décrire les builds qu'on veut faire. Alors un build, c'est un élément qui a un nom. Donc ça va servir à nommer le répertoire de sortie. Build RPI 4. Ensuite, target, c'est ce qu'on veut produire, l'image qu'on veut produire. J'ai dit, on fait un bitbake core image base. C'est là où on indique target égale core image base. Et puis, le contenu, ce qu'on veut ajouter par rapport à un fichier local.conf habituel. Ça me suffit pour générer un build avec Cooker. Alors, je vais vous en montrer un exemple. Bon, ça, je vais le montrer là, d'ailleurs. Oui, plus simple. Donc voilà le fichier. Alors il est sur 2 pages. En haut, vous avez la partie source avec les 2 URL qu'on veut télécharger. L'URL pour trouver télécharger Poki. Ensuite la branche. Ensuite la révision. Le tag. Même chose pour le Meta Raspberry Pi. On remplit ce tableau de source. Ensuite, on remplit le tableau layers en disant j'ai besoin des layers Poki, Meta, Meta Poki, c'est tout qu'on prend classiquement. Et puis le Meta Raspberry Pi. Et dans la suite du fichier, on a la zone builds, la section builds, avec un seul pour l'instant, qui s'appelle Raspberry Pi, et dont la target, ce qu'on essaye de produire comme image, c'est Core Image Base. Et puis dans ce fichier, pour ce build, j'ai besoin de rajouter quelques lignes dans le local.conf. Les voici. Notamment le nom de la machine qu'on veut produire. C'est indispensable. Alors, ça, je vais vous le montrer. Mais ça va prendre 90 minutes. Vous entendez, là, c'est bon. J'ai l'impression d'être un pianiste. Alors, dans mon répertoire, alors déjà, j'ai l'environnement virtuel Python qui est là. Donc, je vais tout de suite le sourcer. Env, venv, bin, activate. Ensuite, j'ai ici les menus, donc les fichiers pour Cooker, qui sont dans ce répertoire-là. J'en ai 3, je vais commencer par le plus simple des 3, c'est le single RPI 4, c'est celui qu'on vient de voir. CDL, c'est un peu le menu single RPI 4. Bon, c'est celui qu'on vient de voir, hein, je ne le détaille pas. Et puis, vous voyez les répertoires downloads et share state, normalement, ils ne sont pas là. On part de 0, ils ne sont pas là. Sauf que ça, c'est ce qui va nous permettre d'accélérer le build. Au lieu de prendre 90 minutes, je le lance tout de suite pour gagner du temps, mais à mon avis, on va mettre 3 minutes. Voilà. Donc je lui dis cook, et je lui dis le single RPI 4. Voilà. Donc, les répertoires donc downloads et state cache, je les ai déjà produits précédemment, j'ai déjà fait le build, ils ont été créés, je ne les ai pas effacés. J'ai effacé les layers, j'ai effacé le répertoire de build, par contre je les ai gardés juste pour accélérer. Si c'était pas là, bah, ça durerait 90 minutes de plus, mais on aurait le même résultat. Donc là, on a lancé bitbake, il est en train d'analyser les recettes, vous voyez, parsing recipes en bas, il est en train de parcourir toutes les recettes de Poki et de... Bah, on est passé de 15 à 5, là.
D'accord, au 5 alors. Il y a quelqu'un après? C'est fini après, je crois. Et ensuite, voilà, là, il est en train de faire son build. Donc là, il a lancé le build, on en est à 140 sur 2536, donc c'est un peu inquiétant quand on voit ça. Mais en pratique, si vous regardez les tâches qu'il est en train de faire, donc là, c'est tout ce qu'il est en train de faire. Vous voyez qu'elles se terminent tous par cette signe. Cette signe, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Je ne sais pas tellement pourquoi ça, enfin, je sais ce que ça signifie, mais pourquoi ce mot, cette signe a été choisi. Ça veut dire que la tâche de compilation, de package, etc., il ne la fait pas. En réalité, il vient récupérer dans le shared state cache et il récupère le travail tout fait. Alors, je vais faire autre chose aussi pendant que j'y pense. Hop. On va se mettre en performance. On va accélérer un petit peu. Mais en réalité, des tâches au final, voilà, vous voyez, ça on fait un gros saut. Là, on est passé d'un coup à 5184 sur 5250. Il est en train de faire le route FS, donc l'arborescence du système, le route FS final, et après, il n'a plus qu'à générer l'image. Bon, donc il fait ça. On va regarder après le résultat. Mais juste, puisque j'ai pas beaucoup de temps, je vous précise juste qu'on peut faire des builds avec des menus, avec plusieurs builds. Alors, le menu, l'avantage, c'est que c'est un fichier de texte, c'est du code, quoi. C'est facile à guider, à versionner, on fait une modif, et puis, bien sûr, il faut les conserver et les versionner. On peut avoir plusieurs builds successifs, et soit il les fera tous, si on lui donne juste cooker cook le fichier, ou alors on peut lui demander d'en faire un précisément. On peut même, donc c'est le cas par exemple, c'est un autre menu qui est sur ma machine là, où j'ai le même menu Raspberry Pi ici, mais j'ai aussi QEMU ARM ici. Donc c'est deux cibles différentes. Et puis on peut même avoir de l'héritage. Alors là, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Je l'utilise, mais pas très souvent. C'est quand vraiment on a pas mal de builds avec des choses très similaires. Par exemple, j'ai un client où on a plusieurs cartes, et sur chaque carte, on peut avoir plusieurs types d'écrans. Donc j'ai une classe avec les layers pour la carte en question, pour chaque carte. Donc j'ai plusieurs classes pour les différents écrans. J'ai plusieurs classes pour les local.conf qui correspondent aux tailles d'écran, aux résolutions d'écran. Et après, dans les builds, on fait un inherit et on hérite de une ou plusieurs classes. On peut avoir un héritage multiple, c'est pas de problème. Donc ça a l'avantage de pouvoir organiser des builds un peu complexes. Donc là, il est terminé, le build. Le résultat, je le trouve. Donc vous voyez, il a donc, downloads et layers, ils étaient déjà là, mais sinon ils auraient été créés. Non, pardon, downloads et shared state, ils auraient été créés. Layers, il les a téléchargés. Et dans builds, il a produit donc un seul, la build Raspberry Pi, dans lequel on va trouver dans TMP, alors là le chemin est un peu cryptique, mais ici, le résultat et l'image finale, elle est core image base .bz2, elle est là. C'est l'image que je peux flasher. Je peux la flasher ici. Je ne sais pas si on va arriver à la faire tourner, mais on va voir quelque chose, mais on peut essayer. Donc je prends une carte SD, un adaptateur, je mets ça sur mon PC. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, la carte SD, elle est là. Je la vois parce que c'est 16 Go de partition et elle a été automatiquement montée. Donc, je la démonte. Et je vais utiliser un outil qui s'appelle BMap Tool, qui permet de copier assez rapidement des grosses images sur des copies. Ce sera après TM Build. TMP, Deploy, Images, Raspberry Pi, Core Image Base, Raspberry Pi 4, OTFS, Wik.bz2, et ça va vers dev sdb. Alors, un petit conseil, quand vous avez une ligne comme ça qui commence par sudo, et dans laquelle vous avez des /dev/ quelque chose d'ailleurs, avant d'appuyer sur Entrée, relisez votre ligne. Parce que là, la moindre erreur, c'est le disque dur que je
que je reflash. Donc voilà, j'ai plus qu'à. Voilà, donc là il va copier. Alors ça va relativement vite. Pas, on pourrait faire un DD, on pourrait faire un CP. BMapTools il est un peu plus rapide. Alors on va essayer de voir si ça fonctionne. Donc l'image, elle a été copiée. Je prépare un câble USB série pour le Raspberry Pi. Je lance une commande qui s'appelle Minicom et qui permet de voir le port série. Je mets la carte SD. Ici, espérer que la prise fonctionne. La prise fonctionne. On va voir le boot démarrer. Ouf. Mais toujours une dizaine de secondes, le Pi 4. Si je me dis, ça va démarrer, ça va pas démarrer, ça va démarrer, c'est toujours un peu inquiétant. Voilà, donc il a, donc c'est un build vraiment minimal, sans rien. Donc là, il est en train d'essayer de voir s'il trouve une carte. Je ne vais pas brancher de câble, donc le réseau. Je vais pouvoir me connecter sur route et il n'y a même pas de mot de passe hein, pour l'instant. Donc voilà, je suis connecté dessus. J'ai un système. C'est un système. Système Yocto classique, quoi. Hein. On a proc CPU info. On est sur un processeur ARM. On a si je fais tab 2 fois, je vais voir toutes les commandes. Alors, on a déjà un certain nombre de commandes relativement riches. Bon, c'est pas une distribution pour PC non plus. Hein. On a déjà un certain nombre de commandes assez riches, et surtout parce qu'on a BusyBox installé. Et on peut commencer à développer du code applicatif. Voilà, donc Cooker, il y a d'autres options. Cooker, donc nous, on a juste vu Cooker Clean, mais aussi des Cook, pardon, mais aussi Clean, Shell, etc. Il y a plein de choses. La documentation, alors les sources, elles sont sur mon GitHub, là, c'est le mien, AutoCooker. Vous trouverez plusieurs articles sur ce site de présentation de Cooker. Vous pouvez trouver aussi d'ailleurs des articles, ce qui peut peut-être t'intéresser d'ailleurs, de prise en main du Yocto. Donc j'y pense, hein, je vais vous faire un petit peu de pub. Donc c'est sur mon blog, Blaise Christophe, vous pouvez tout mettre dessus en principe. Et vous avez différentes choses. Ouais, je vais faire un peu dans les... Ici, vous avez un cours en ligne gratuit, bien sûr, sur Yocto, ici, qui est une prise en main assez approfondie de Yocto. On le trouve normalement assez facilement et ça peut éventuellement... Des questions? Sachant que... Oh, putain. Ouais. Ouais. Alors pour l'utilisation, donc la question concerne comment intégrer Cooker dans le cycle de développement. Il arrive dans le cycle de développement, notamment lorsqu'on est sur le kernel, lorsqu'on est sur des outils, BusyBox par exemple, on a besoin de commandes comme menu config ou de passer des commandes comme DevTool pour faire des patchs ou autres. On peut utiliser une commande de Cooker qui est Cooker Shell. Le nom du build, par exemple Cooker Shell Raspberry Pi, à ce moment-là, il va nous ouvrir un shell en ayant sourcé au init-builder. On fait notre travail comme on fait habituellement quand on a Cobitbeck en direct. Quand on quitte le shell, on revient dans le répertoire où on se retrouvait et on peut relancer Cooker Cook à ce niveau-là. On peut passer les commandes comme ça assez facilement. Il y a d'autres choses. Hein. Vous avez Cooker Dry Run, par exemple. Il vous sort toutes les commandes qu'il aurait fait. Donc, je peux vous montrer ça. Je peux faire Cooker, -- Dry Run, Cook, le menu. Là. Et là, il ne fait rien, mais il nous sort toutes les commandes qu'il aurait réalisées
si on l'avait lancé pour de vrai. Alors l'avantage, c'est que ça, je peux le rediriger dans un script. Et ce script, si je l'exécute, ça fera exactement le travail. Donc il va aller dans le répertoire Layer Spooky, il va faire un fetch pour mettre à jour, il va mettre à jour Git submodule, etc. Vous pouvez voir tout son comportement, créer les répertoires conf, etc. Et jusqu'au moment où il va lancer ici, il va lancer Bitbeck. C'est en fin de ligne, j'ai perdu ma souris. C'est en fin de ligne du bas, là. Voilà, ici. Il lance Bitbeck. J'ai tous les clients chez qui je l'ai installé pour leur montrer, j'ai eu un retour positif, ils se sont mis à l'utiliser. C'est pas, voilà. Moi après j'ai pas d'intérêt particulier à ce qu'ils l'utilisent ou pas, mais j'ai des bons retours. N'hésitez pas à me faire des retours. Par contre, si vous avez des questions, des choses comme ça, hein, surtout sur l'utilisation. Je crois qu'on a dépassé un peu les limites. On va s'arrêter là. Merci.